20 000 lieues sous les mers. Première partie. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre que personne n'a sans doute oublié. Plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition s'accordaient assez exactement sur la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion et la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tout ce que la science avait classé jusqu'alors. S'il existait, toutefois. Or, il existait, le fait en lui-même n'était plus niable. En effet, le 20 juillet, le gouverneur Hissington avait rencontré cette masse mouvante à 5 miles dans l'est de l'Australie. Pareil fait fut également observé le 23 juillet dans les mers du Pacifique. Donc ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, on l'avait observé en 2 points, séparés par plus de 700 lieues marines. Partout, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick des régions hyperboréennes, jusqu'au kraken démesuré. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules. La question du monstre enflamma les esprits. Aux articles de fond, la presse petite ripostait avec une verve intarissable. Enfin, un article d'un journal satirique très redouté lui porta un dernier coup et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel. L'esprit avait vaincu la science. La question parut être enterrée quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux, à éviter. La question prit une toute autre face. Le 5 mars 1867, le Moravian heurta un roc qu'aucune carte ne marquait dans ces parages. Nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian ouvert au choc ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. Examen fait de sa carène, il fut reconnu qu'une partie de sa quille avait été brisée. Ce fait eût été oublié comme tant d'autres si 3 semaines après, il ne se fût reproduit. Le Scotia marchait sous la poussée de ses 1000 chevaux vapeur. Ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite. Pendant le lunch, un choc, peu sensible en somme, se produisit sur la coque. Le Scotia n'avait pas heurté. Il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. Le Scotia dut continuer ainsi son voyage, et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans les bassins de sa compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia qui fut mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres en dessous de la flottaison s'ouvrait une déchirure régulière en forme de triangle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite. Ce dernier fait eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion. Depuis ce moment, les sinistres maritimes inexpliqués furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous les naufrages. Les communications entre les divers continents devenant dangereuses, le public demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées de ce formidable cétacé. Le pour et le contre. À l'époque, en ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, ce mystère m'intriguait. Dans l'impossibilité de me former une opinion, je flottais d'un extrême à l'autre. L'hypothèse de l'îlot flottant, de l'écueil insaisissable était absolument abandonnée. De même fut repoussée l'existence d'une coque flottante, d'une énorme épave, toujours à cause de la rapidité du déplacement. Restaient donc 2 solutions, qui créaient 2 clans très distincts de partisans.
ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale et ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice. Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes. Qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique, c'était peu probable. Seul un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive. Mais l'hypothèse tomba. Garder le secret dans ces circonstances est impossible pour un État dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales. À mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène. Je m'exécutais, je parlais faute de pouvoir me taire. Je donne ici un extrait d'un article que je publiais. Ainsi donc, disais-je, il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive. Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. Si la nature a encore des secrets pour nous, rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés qui habitent les couches inaccessibles, et qu'un événement quelconque, une fantaisie, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan. Si au contraire nous connaissons toutes les espèces vivantes, je serais disposé à admettre l'existence d'un narval géant. Le narval vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de 60 pieds. Quintupler, décupler même cette dimension, donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, et vous obtenez l'animal voulu. Donc, jusqu'à plus amples informations, j'opinerais pour une licorne de mer de dimension colossale. Ainsi s'expliquerait le phénomène inexplicable, à moins qu'il n'y ait rien, en dépit de ce qu'on a vu, entrevu, senti et ressenti, ce qui est encore possible. Ces derniers mots étaient d'une lâcheté de ma part, mais je voulais, jusqu'à un certain point, couvrir ma dignité de professeur. Je me réservais une échappatoire. Si les uns ne virent là qu'un phénomène purement scientifique, les autres, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre afin de rassurer les communications transocéaniennes. On fit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narval. Une frégate armée, pourvue de formidables engins de pêche. 3 heures avant que l'Abraham Lincoln ne quittât la pierre de Brooklyn, je reçus une lettre, libellée en ces termes. Monsieur Aronnax, professeur au Muséum de Paris. Si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement, J. B. Hobson, secrétaire de la Marine. Comme il plaira à monsieur. 3 secondes avant l'arrivée de la lettre, je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du nord-ouest. 3 secondes après avoir lu la lettre, je comprenais enfin que ma véritable vocation, l'unique but de ma vie, était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde. J'oubliais tout, fatigue, amis, collection, et j'acceptais sans plus de réflexion l'offre du gouvernement américain. « Conseil !» criai-je d'une voix impatiente. Conseil était mon domestique. Un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages. Un brave flamand que j'aimais et qui me le rendait bien. Un être flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, apte à tout service, et en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseils, même quand on ne lui en demandait pas. Conseil, jusqu'ici et depuis 10 ans, m'avait suivi partout où m'entraînait la science. Jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue d'un voyage, nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque. Ce garçon avait 30 ans, j'en avais 40. Certainement j'étais sûre de ce garçon si dévoué, mais cette fois il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger, d'une entreprise hasardeuse, à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix. Il y avait là matière à réflexion, même pour l'homme le plus impassible du monde. Qu'allait dire Conseil ? « Monsieur m'appelle » dit-il en entrant. « Oui, mon garçon, prépare-toi, prépare-moi, nous partons dans 2 heures. »« Comme il plaira à monsieur, » répondit tranquillement Conseil. « Pas un instant à perdre, serre dans ma malle tous mes ustensiles de voyage, des habits, des chemises, des chaussettes, et hâte-toi, je donnerai l'ordre de nous expédier en France notre ménagerie. »
Nous ne retournons donc pas à Paris ? Demanda Conseil. Si, certainement, répondis-je évasivement, mais en faisant un crochet. Peu de choses, un chemin un peu moins direct, voilà tout. Nous prenons passage sur l'Abraham Lincoln. Comme il conviendra à monsieur, répondit paisiblement Conseil. Tu sais, mon ami, il s'agit du monstre, du fameux narval. Nous allons en purger les mers. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. On ne sait pas où l'on va. Ces bêtes-là peuvent être très capricieuses, mais nous irons quand même. Je ne veux rien te cacher, c'est là un de ces voyages dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira à monsieur. Un quart d'heure après, nos malles étaient prêtes. Je donnai l'ordre d'expédier pour Paris, en France, mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées, et Conseil me suivant, je sautai dans une voiture. Nos bagages furent immédiatement transbordés sur le pont de la frégate, je me précipitai à bord. Le commandant Farragut ne voulait perdre ni un jour ni une heure pour rallier les mers dans lesquelles l'animal venait d'être signalé. Ned Land. Le commandant Farragut était un bon marin. Sur la question du cétacé, il y croyait, comme certaines bonnes femmes croient au Léviathan, par foi, et non par raison. Le monstre existait, il en délivrerait le maire, il l'avait juré. Quant à l'équipage, il ne demandait qu'à rencontrer la licorne, à la harponner, à la hisser à bord et à la dépecer. D'ailleurs, le commandant parlait de 2000 $ à quiconque signalerait l'animal. L'Abraham Lincoln ne manquait d'aucun moyen de destruction, mais il avait mieux encore. Il avait Ned Land, le roi des harponneurs. Ned Land était un Canadien, d'une habileté de main peu commune, qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier. Adresse et sang-froid, audace et ruse. Il fallait être une baleine bien maligne, ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Ned Land avait environ 40 ans. C'était un homme de grande taille, vigoureusement bâti, l'air grave, peu communicatif, violent parfois, et très rageur quand on le contrariait. Il valait tout l'équipage à lui seul, pour l'œil et le bras. C'est que nous sommes devenus de vieux amis. Ah, brave Ned, je ne demande qu'à vivre 100 ans encore pour me souvenir plus longtemps de toi. Je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne, et que, seul à bord, il ne partageait pas la conviction générale. À l'aventure. Le voyage de l'Abraham Lincoln ne fut marqué par aucun incident. « Ouvre l'œil, répétaient les matelots de l'Abraham Lincoln, et ils l'ouvraient démesurément. Les yeux, les lunettes un peu éblouis, il est vrai, par la perspective de 2000 $, ne restèrent pas un instant au repos. Jour et nuit, on observait la surface de l'océan. Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité. 100 fois je lui reprochais son indifférence. « Bah, répondit-il, il n'y a rien, monsieur Aronnax. Quelle chance avons-nous de l'apercevoir ? On a revu cette bête dans le Pacifique, mais 2 mois déjà se sont écoulés, et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. » À cela, je ne savais que répondre. Cependant, personne ne doutait encore du succès, et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval et contre sa prochaine apparition. Pendant 3 mois, dont chaque jour durait un siècle, l'Abraham Lincoln sillonna toutes les mers du Pacifique. Courant aux baleines signalées, faisant de brusques écarts de route, il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine. Et rien que l'immensité des flots déserts. La réaction se fit donc. Le découragement s'empara d'abord des esprits et ouvrit une brèche à l'incrédulité. Un nouveau sentiment se produisit à bord, qui se composait de 3/10 de honte contre 7/10 de fureur. D'un excès, on se jeta dans un autre. Les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs. Le commandant tint bon, je veux dire, il n'y eut pas révolte à bord, mais après une raisonnable période d'obstination, le commandant Farragut, comme autrefois Colomb, demanda 3 jours de patience. Cette promesse fut faite le 2 novembre.
C'était un suprême défi, et celui-ci ne pouvait se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître. 2 jours se passèrent. L'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur. On employait 1000 moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal. D'énormes quartiers de lard furent mis à la traîne pour la plus grande satisfaction des requins. Le lendemain, le 5 novembre, expirait le délai de rigueur. La nuit approchait. En observant Conseil, je constatais que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale. Du moins je le crus ainsi. « Allons, Conseil, lui dis-je, voilà une dernière occasion d'empocher 2000 $. Que monsieur me permette de lui dire, répondit Conseil. Je n'ai jamais compté sur cette prime. Tu as raison, Conseil. C'est une sotte affaire après tout. Que de temps perdu, que d'émotions inutiles. Depuis 6 mois déjà, nous serions rentrés en France. Dans le petit appartement de monsieur, répliqua Conseil. Dans le muséum de monsieur? Comme tu dis, Conseil. Et sans compter, j'imagine que l'on se moquera de nous. Effectivement, répondit tranquillement Conseil. Je pense que l'on se moquera de monsieur, et faut-il le dire? Il faut le dire, Conseil. Eh bien, monsieur n'aura que ce qu'il mérite. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne s'expose pas. Conseil ne put achever son compliment. Au milieu du silence général, une voix venait de se faire entendre. C'était la voix de Ned Land. Et Ned Land s'écriait « Ohé! La chose en question !» À toute vapeur. À ce cri, l'équipage entier se précipita vers le harponneur, commandant, officiers, matelots, mousses, jusqu'aux ingénieurs, jusqu'aux chauffeurs. L'ordre de stopper avait été donné. L'obscurité était profonde alors, et quelque bons que fussent les yeux du Canadien, je me demandais comment il avait vu. Et ce qu'il avait pu voir, mon cœur battait à se rompre. Mais Ned Land ne s'était pas trompé, et tous nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main. À 2 encablures de l'Abraham Lincoln, de tribord, la mer semblait être illuminée par-dessous. Le monstre, immergé à quelques toises de la surface des eaux, projetait cet éclat très intense mais inexplicable que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines. « Ce n'est qu'une agglomération de molécules phosphorescentes !» s'écria l'un des officiers. « Non, monsieur, » répliquai-je avec conviction. « Cet éclat est de nature essentiellement électrique. D'ailleurs, voyez, il se déplace, il se meut en avant, en arrière. Il s'élance sur nous !» Le cri général s'éleva dans la frégate. « Silence !» dit le commandant Farragut. « La barre au vent, toute! Machine en arrière !» Ces ordres furent exécutés et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux. Je me trompe, elle voulut s'éloigner, mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne. Nous étions haletants. La stupéfaction, bien plus que la crainte, nous tenait muets et immobiles. L'animal nous gagnait en se jouant. Il fit le tour de la frégate, puis il s'éloigna de 2 ou 3 miles. Je m'étonnais des manœuvres de la frégate. Elle fuyait, elle n'attaquait pas. Elle était poursuivie, elle qui devait poursuivre. J'en fis l'observation au commandant. « Monsieur Aronnax, me répondit-il, je ne sais à quel être formidable j'ai affaire, et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité. Attendons le jour, et les rôles changeront. Vous n'avez plus de doute, commandant, sur la nature de l'animal? Non, monsieur. C'est évidemment un narval gigantesque, mais aussi un narval électrique. Tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit. Personne ne songea à dormir. L'Abraham Lincoln, ne pouvant lutter de vitesse, avait modéré sa marche. De son côté, le narval, imitant la frégate, se laissait bercer au gré des lames et semblait décidé à ne point abandonner le théâtre de la lutte. Il semblait qu'au moment où l'énorme narval venait respirer à la surface de l'océan, l'air s'engouffrait dans ses poumons, comme fait la vapeur dans le vaste cylindre d'une machine de 2000 chevaux. Pensai-je, une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie, ce serait une jolie baleine.
On resta sur le qui-vive jusqu'au jour et l'on se prépara au combat. Les engins de pêche furent disposés le long du bastingage. Ned Land s'était contenté d'affûter son harpon, arme terrible dans sa main. À 1,5 miles de la frégate, un long corps noirâtre émergeait d'1 mètre au-dessus des flots. Sa queue, violemment agitée, produisait un remous considérable. Un immense sillage d'une blancheur éclatante marquait le passage de l'animal. L'équipe attendait patiemment les ordres de son chef. « Bien, forcez vos feux et à toute vapeur !» 3 hurrahs accueillirent cet ordre. L'heure de la lutte avait sonné. L'Abraham Lincoln se dirigea droit sur l'animal. Celui-ci le laissa indifféremment s'approcher. Puis, dédaignant de plonger, il prit une petite allure de fuite et se contenta de maintenir sa distance. Le commandant Farragut se tordait la barbe avec rage. « Ned Land !» cria-t-il. Le Canadien vint à l'ordre. « Forcez de vapeur si vous le pouvez, monsieur. Pour moi, avec votre permission, je vais m'installer. Et si nous arrivons à longueur de harpon, je harponne. »« Allez, Ned !» répondit le commandant Farragut. « Ingénieur !» cria-t-il. « Faites monter la pression !» L'hélice donna 43 tours de minute, et la vapeur fusa par les soupapes. Mais le maudit animal filait aussi. Pendant 1 heure, la frégate se maintint sous cette allure, sans gagner une toise. C'était humiliant. Une sourde colère courait parmi l'équipage. L'ingénieur fut encore une fois appelé. « Vous avez atteint votre maximum de pression ?» lui demanda le commandant. « Oui, monsieur, » répondit l'ingénieur. « Et vos soupapes sont chargées ?»« À 6 atmosphères et demie. »« Chargez-les à 10 atmosphères. » Voilà un ordre américain s'il en fut. « Conseil, dis-je à mon brave serviteur qui se trouvait près de moi, sais-tu bien que nous allons probablement sauter ?»« Comme il plaira à monsieur, » répondit Conseil. « Eh bien, je l'avouerai, cette chance, il ne me déplaisait pas de la risquer. Les soupapes furent chargées, le charbon s'engouffra dans les fourneaux, les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur des brasiers, la rapidité de l'Abraham Lincoln s'accrut. Ses mâts tremblaient, ses tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver le passage des cheminées trop étroites. Le manomètre marqua 10 atmosphères, mais le cétacé chauffa lui aussi sans doute, car sans se gêner, il ajusta son allure. Quelle poursuite! Non, je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être. Ned Land se tenait à son poste, le harpon à la main. Plusieurs fois, l'animal se laissa approcher. « Nous le gagnons !» s'écria le Canadien. Puis au moment où il se disposait à frapper, le cétacé se dérobait. Et même, pendant notre maximum de vitesse, ne se permet-il pas de narguer la frégate en faisant le tour? Un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines. À midi, nous n'étions pas plus avancés qu'à 8 heures du matin. Le commandant Farragut se décida alors à employer des moyens plus directs. « Ah !» dit-il. « Cet animal-là va plus vite que l'Abraham Lincoln. Eh bien, nous allons voir s'il distancera ses boulets coniques. Maître, des hommes à la pièce de l'avant. » Un coup partit, mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé. « Un autre, plus adroit !» cria le commandant. « Et 500 $ à qui percera cette infernale bête !» Un vieux canonnier à la barbe grise, que je vois encore, l'œil calme, la physionomie froide, s'approcha de sa pièce, la mit en position et visa longtemps. Une forte détonation éclata, à laquelle se mêlèrent les hurrahs de l'équipage. Le boulet atteignit son but, il frappa l'animal, mais glissant sur sa surface arrondie, il alla se perdre en mer. « Ah ça !» dit le vieux canonnier rageant. « Ce gueux-là est donc blindé avec des plaques de 6 pouces !»« Malédiction !» s'écria le commandant Farragut. La chasse recommença et le commandant se penchant vers moi me dit « Je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate !» On pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue, comme la machine à vapeur. Mais il n'en fut rien. Les heures s'écoulèrent sans qu'il ne donnât aucun signe d'épuisement. Il faut dire, à la louange de l'Abraham Lincoln, qu'il lutta avec une infatigable ténacité. Je n'estime pas à moins de 500 kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre. Mais la nuit vint,
et enveloppa de ses ombres le houleux océan. En ce moment, je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal. Je me trompais. À 10h50 du soir, la clarté électrique réapparut, aussi pure et aussi intense que pendant la nuit dernière. Le narval semblait immobile. Peut-être, fatigué de sa journée, dormait-il, se laissant aller à l'ondulation des lames. Il y avait là une chance dont le commandant Farragut résolut de profiter. Il donna ses ordres. L'Abraham Lincoln s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire. La frégate s'approcha sans bruit. On ne respirait plus à bord. Un silence profond régnait sur le pont. Penché sur la lisse du gaillard d'avant, je voyais au-dessous de moi Ned Land, accroché d'une main à la martingale, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparaient de l'animal immobile. Tout d'un coup, son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé. J'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté un corps dur. La clarté électrique s'éteignit soudain, et 2 énormes trompes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes. Un choc effroyable se produisit, et lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de me retenir, je fus précipité à la mer. Une baleine d'espèce inconnue. Bien que j'eusse été surpris par cette chute inattendue, je suis bon nageur. 2 vigoureux coups de talon me ramenèrent à la surface de la mer. Mon premier soin fut de chercher des yeux la frégate. Devais-je espérer être sauvé? Les ténèbres étaient profondes. J'entrevis une masse noire dont les feux de position s'éteignirent dans l'éloignement. « À moi !» criai-je en nageant vers l'Abraham Lincoln d'un bras désespéré. Mes vêtements m'embarrassaient, l'eau les collait à mon corps, il paralysait mes mouvements, je coulais, je suffoquais. « À moi !» Ce fut le dernier cri que je jetai. Ma bouche s'emplit d'eau, je me débattis, entraîné dans l'abîme. Soudain, mes habits furent saisis par une main vigoureuse et je me sentis violemment ramené à la surface de la mer, et j'entendis ces paroles. Si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera avec beaucoup plus à son aise. Je saisis d'une main le bras de mon fidèle Conseil. « Toi !» dis-je. « Toi !» « Moi-même, » répondit Conseil, « et aux ordres de monsieur. »« Et ce choc t'a précipité en même temps que moi à la mer ?»« Nullement, mais étant au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. » Le digne garçon trouvait cela tout naturel. « Et la frégate ?» demandai-je. « Je crois que monsieur ferait bien de ne pas trop compter sur elle, » répondit Conseil. « L'hélice et le gouvernail sont brisés. »« Alors nous sommes perdus. »« Peut-être, » répondit tranquillement Conseil. « Cependant nous avons encore quelques heures devant nous, et en quelques heures on fait bien des choses. » L'imperturbable sang-froid de Conseil me remonta, et nous continuâmes de naviguer. Cependant, la situation n'en était pas moins terrible. La frégate ne pouvait revenir, il ne fallait donc compter que sur ses embarcations. Conseil raisonna froidement dans cette hypothèse et fit son plan en conséquence. Nous devions nous organiser de manière à les attendre le plus longtemps possible. En nous relayant, nous pouvions surnager pendant quelques heures, peut-être jusqu'au lever du jour. La mer, assez belle, nous fatiguait peu. Vers 1h du matin, je fus pris d'une extrême fatigue. Mes membres se raidirent sous l'étreinte de crampes violentes. Conseil dut me soutenir. Ma respiration devint courte et pressée. Je compris qu'il ne pouvait résister longtemps. Sa respiration également devint courte et pressée. « Laisse-moi, lui dis-je. »« Abandonner monsieur ? Jamais, répondit-il. Je compte bien me noyer avant lui. » À ce moment, la lune apparut en travers des franges d'un gros nuage. J'aperçus la frégate. Elle ne formait plus qu'une masse sombre. Je voulus crier, à quoi bon à pareille distance? Mes lèvres gonflées ne laissèrent passer aucun son. Conseil put articuler et je l'entendis répéter « À nous! À nous !» Nos mouvements un instant suspendus, nous écoutâmes. Et il sembla qu'un cri répondait au cri de Conseil.
quelque autre victime du choc ou une embarcation de la frégate elle-est-elle pas dans l'ombre? Je ne sais pourquoi la pensée du monstre me vint pour la première fois à l'esprit. Mais cette voix, cependant. Pourtant Conseil me remorquait encore. Mes forces étaient à bout, je m'abîmais. En cet instant, un corps dur me heurta, je m'y cramponnai, puis je sentis qu'on me retirait, qu'on me ramenait à la surface de l'eau, et je m'évanouis. Je revins à moi grâce à de vigoureuses frictions. « Conseil » murmurai-je. « Monsieur Massonnet » répondit Conseil. J'aperçus une figure qui n'était pas celle de Conseil. « Ned » m'écriai-je. « Vous avez été précipité à la mer au choc de la frégate ?»« Oui, monsieur le professeur, » répondit le Canadien, « mais plus favorisé que vous, j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur notre narval. Cette bête-là, monsieur le professeur, est faite en tôle d'acier. » Le dos noirâtre qui me supportait était lisse. Il rendait au choc une sonorité métallique, et il semblait qu'il était fait de plaques boulonnées. Mais alors, dis-je, cet appareil renferme un équipage pour le manœuvrer. Évidemment, répondit le harponneur. Et néanmoins, depuis 3 heures que j'habite cette île flottante, elle n'a pas donné signe de vie. À ce moment, cet étrange appareil se mit en mouvement. Nous n'eûmes que le temps de nous accrocher. Tant qu'il navigue horizontalement, murmura Ned Land, je n'ai rien à dire, mais s'il lui prend la fantaisie de plonger, je ne donnerai pas 2 $ de ma peau. Cette longue nuit s'écoula. Le jour parut. J'allais procéder à un examen attentif de la coque quand je la sentis s'enfoncer peu à peu. « Eh, mille diables !» s'écria Ned Land, frappant du pied sur la tôle sonore. « Ouvrez donc, navigateur peu hospitalier !» Le mouvement d'immersion s'arrêta. Une plaque se souleva, et 8 solides gaillards, le visage voilé, apparaissaient silencieusement et nous entraînaient dans leur formidable machine.